émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver toujours en direct depuis les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM. En ce jeudi fin de journée, pour une fois sous le soleil, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu avec notre beau soleil aixois, donc c'est le cas aujourd'hui. Donc merci à la météo de enfin nous donner un semblant de début d'été, encore un petit peu timide, mais c'est déjà mieux qu'il y a quelques semaines, donc on s'en contentera et s'en satisfera. C'est déjà une belle avancée. Aujourd'hui, pour notre émission Les Murmures du Lac Immobilier Histoire, là je peux pas être plus dans le thème puisque je vais tenter de vous raconter justement l'histoire de l'immobilier au fil des millénaires, au fil des siècles. Alors je vous promets d'être digeste, on va faire ça dans les grandes lignes. J'ai eu cette idée puisque depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, le marché immobilier subit, on va dire, à la fois un peu des attaques, subit des difficultés, le marché s'est un petit peu tendu, s'est replié. Voilà, je pense qu'on connaît tous, on a tous la radio allumée, la télé allumée, on entend un petit peu ce qui se passe, les difficultés bancaires, etc., etc. Cette émission donc a pour but de resituer un petit peu cette histoire, parce que l'immobilier c'est vraiment un pavé de notre civilisation, ça a quasiment toujours été là, on va le voir, et finalement c'est une histoire de haut, de bas, d'évolution, de réglage, et c'est pas la première fois qu'on a un marché qui évolue. C'était pour remettre un petit peu l'église au centre du village, comme on dit, et de vous en donner un petit peu les grandes lignes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer avec un esprit un petit peu philosophique, puisque l'immobilier s'apparente à de l'habitation. C'est étroitement lié. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le verra, plus le temps a passé, plus l'immobilier s'est apparenté au-delà de votre foyer. C'est apparenté à de l'investissement, à de la finance, à de l'argent, à un capital, à un investissement, à un produit financier. Mais on verra qu'au départ, on était quand même sur des choses beaucoup plus simples. D'ailleurs, on s'en sens premier, qui est bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes. Le mot maison, c'est toujours intéressant de trouver son sens premier et son étymologie, vient des mots mentio et manere, c'est-à-dire rester. Et ça, je trouve ça intéressant puisqu'on comprend que l'immobilier forcément versus mobilier, il y a ce mot immobile dans son nom, on se rend compte que la maison finalement vient de cette idée de rester quelque part. C'est ce qui demeure à la fois le refuge et un foyer protecteur. Donc sa forme n'aura cessé d'évoluer à travers les siècles. On s'en rappelle de nos cours de primaire, de la grotte préhistorique à la domus romaine par exemple, de la hutte, et puis maintenant au gratte-ciel faisant de l'habitat, le reflet également du progrès humain. Avoir un toit, donc c'est pas simplement avoir un abri contre la pluie, le soleil ou le vent, c'est avant tout un bien-être protecteur. Avoir un toit, c'est se permettre d'avoir une vie sociale également et intime. Finalement, un toit, c'est exister. Et c'est ça qui est peut-être fantastique dans cette notion d'immobilier, au-delà de pierres et de bâtis, c'est véritablement un outil social et de la vie, et une des pierres vraiment très importantes de notre civilisation. Donc les prémices de l'immobilier, au sens commercial, on pourrait l'entendre, remontent bien avant, à bien plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai que, à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'agence immobilière, et bien avant l'ouverture de la première agence, la profession d'agent immobilier ou administrateur de biens ou de régisseur existait partout dans le monde. Il y a pas mal de... Alors j'ai fait mes devoirs un petit peu, j'ai lu pas mal de choses là pour préparer l'émission, et il y avait des choses que je savais, d'autres que j'ai découvert. Et on a quand même un passé riche en anecdotes. On retrouve des écrits de scribes égyptiens qui percevaient des loyers pour le compte des pharaons ou pour d'autres propriétaires fonciers. Donc déjà dans l'Égypte des temps anciens, il y avait cette notion de loyer, c'est quand même assez incroyable. L'origine, on peut la retracer jusqu'à l'Antiquité. Donc lorsque les premiers êtres humains ont commencé à construire des maisons et des villages pour se protéger des intempéries, des animaux sauvages, c'était le but premier, c'était de se protéger, d'avoir un confort d'habitation quelque part. C'est que par rapport à une grotte un peu spartiate, dès qu'on a pu construire un petit peu, on imagine que le confort a quand même progressé également. Donc après
Après, au fil des siècles, bien sûr, l'immobilier a connu de nombreuses évolutions. Les villes, les banques, les lois, les réglementations ont agrémenté tout ça et a aidé à la bonne gestion de ce milieu. Mais dans les temps anciens, alors même on arrive à avoir des traces sur la civilisation de Sumer. Les grands domaines étaient gérés par des administrateurs professionnels connus sous le nom, a priori, de Sakiru. Ça, c'était assez marrant. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des boulots. Vous pouviez peut-être postuler. Vous aviez un CV. Ah oui, tiens, il perçoit très très bien mon loyer. Ça devait être assez marrant. Dans la Rome antique, alors ça c'est Sumer, j'ai pas trop d'autres infos que ça, mais en tout cas, voilà, il y avait déjà cette notion d'administrateur, des gens qui géraient des biens pour le compte de riches, les riches de l'époque. D'ailleurs, dans la Rome antique, seule l'élite fortunée vivait dans de grandes maisons unifamiliales appelées domus. Alors ça, c'est marrant parce que c'était un peu les ancêtres de ce qu'on peut imaginer dans les temps plus médiévaux, des châteaux où vous aviez toutes les générations et surtout tous les cousins, les tantes, les oncles, tout le monde vivait un peu dans ces grandes maisons. Et au contraire, la grande masse des roturiers de l'époque vivaient dans des appartements exigus appelés insulae. Les pauvres et les esclaves vivaient dans des petites cabanes à la campagne. Ils étaient en marge généralement des villes. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve aussi des écrits de l'époque mentionnant des loyers exorbitants, des habitats insalubres, des logements exigus. Donc vous ne rêvez pas, on n'est pas en train de parler du Paris du 21e siècle, mais bien de la Rome antique qui subit. Alors il y a déjà cette notion de spéculation immobilière dès le 3e, 4e siècle avant JC. Donc c'est quand même assez marrant de se rendre compte que le marché immobilier est très très loin. Alors vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport au marché actuel. On parle de fluctuations, de hausse, de baisse, mais ça date réellement pas d'hier du tout. Depuis que le monde est monde, entre guillemets, l'immobilier nous accompagne. Ce qui est une anecdote retrouvée, dont je n'ai malheureusement pas noté la source, mais je vous la retrouverai. En l'an 218 avant Jésus-Christ, il y avait de nombreux présages qui avaient été annoncés à Rome, où tout le monde avait peur que l'armée d'Hannibal traverse enfin les Alpes. Et quelqu'un aurait rapporté donc au forum de la ville cette information. Ça aurait créé de l'agitation, notamment au marché des bestiaux, et un bœuf monta tout seul au 3e étage et affolé par le vacarme des voisins et de l'animation de la ville, se serait jeté dans le vide. Et ça, c'est marrant parce qu'il s'agit là de l'allusion la plus ancienne à l'existence d'immeubles à Rome, parce qu'on peut imaginer des maisons, des plus ou moins grandes, plus ou moins fortunées, mais ce concept de cohabitation, d'immeubles, ça c'est assez intéressant de voir que finalement alors on est très loin de la copropriété, on verra là au fil de la discussion que les immeubles ont pris aussi part à beaucoup d'évolutions principalement législatives et bien sûr au niveau des règles d'utilisation, mais ce concept d'immeuble, vous voyez, il remonte à plus de 2000 ans. Donc ça c'était assez marrant. Si on en croit les sources, on avait à Rome, par exemple, environ 200 000 habitants. Et ça donne un petit peu la mesure quand même d'une ville assez dynamique. Si on compare, ça serait quand même Aix-les-Bains, Chambéry largement réunis, plus Annecy. Donc ça commence à faire une ville d'une certaine taille. Et on aurait a priori le concept des premiers immeubles de rapport. Donc vous avez des propriétaires qui étaient de riches romains, des aristocrates principalement. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'éthique sénatoriale de l'époque, puisqu'ils étaient quand même très branchés sur ce genre de choses, les empêchait d'avoir une rente terrienne. Mais apparemment, là, ce qui se racontait, c'est que le marché de la location était tellement lucratif que finalement, beaucoup en dérogeaient et y confiaient cette gestion à des intermédiaires. On avait déjà donc des premiers montages et des choses faites en discrétion pour pouvoir alimenter ce marché. Donc, vous voyez, finalement, on n'a rien inventé avec l'époque d'aujourd'hui et ces réflexes datent bien. Le gros problème qu'il y avait à l'époque, ça c'est intéressant parce que finalement vous voyez, nos problèmes actuels trouvent aussi une origine dans le passé. C'était les incendies et les écroulements. Alors bien sûr aujourd'hui il y a de moins en moins de ce genre de problèmes sur nos villes. Ça arrive de temps en temps encore malheureusement. Ça relève de l'anecdote aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose d'assez courant. Nombreux incendies, nombreux écroulements, des constructions qui tenaient pas forcément. C'est sûr qu'ils ont construit des choses qui ont passé les millénaires et d'autres, qui étaient peut-être un petit peu plus primaires et qui ont pas su traverser les années correctement. Donc ça, c'était vraiment une problématique de l'époque. On accélère un petit peu au niveau du calendrier, on switch directement au Moyen-Âge.
L'immobilier était utilisé par les seigneurs féodaux. On protégeait ses terres, on protégeait ses biens. Les paysans étaient obligés de travailler en échange de la protection du seigneur. Ça, on l'a tous aussi appris à l'école. Donc on se rappelle, on avait cette dimension-là. Mais le seigneur avait la propriété de ce sol, et l'immobilier était également aussi utilisé pour financer les guerres, les grandes constructions, notamment château, église et tout ce genre de choses. La gestion immobilière proprement dit, également, elle existe depuis des siècles. Les bailleurs, les propriétaires, ils déléguaient également ces missions, et ce concept d'intermédiaire était monnaie courante. Donc l'agent immobilier est vraiment un métier très très ancien. L'âge des rois, donc, on est un petit peu dans cet âge qui suit la chute de l'Empire romain. Pendant quelques siècles, ces familles royales ont dominé la propriété. C'était vraiment quelque chose d'installé. On contribuait aussi à la richesse de leurs amis. On leur cédait des titres, on leur cédait des terres à travers des actes de propriété. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on vous nommait seigneur de tel ou tel endroit, et on va dire que dans le package de cette promotion sociale, vous aviez des terres. Alors après, il fallait les entretenir. Vous aviez justement les paysans entre guillemets à votre service, et qui vous devaient un impôt parce que ils pouvaient utiliser cette ressource de terre. Donc c'est déjà ça. Je pense qu'on avait tous un petit peu en tête. Pas mal d'informations là-dessus, si ça vous intéresse. Ça, c'est assez bien documenté. C'était assez simple, ça se passait apparemment assez bien, jusqu'à, on va switcher une grosse étape, jusqu'à la révolution industrielle. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a, je dirais, posé les bases de l'immobilier moderne. Un petit peu avant déjà, on verra dans un instant qu'il y a des prémices de droit social, mais la révolution industrielle, ça a été un des grands facteurs de l'histoire immobilière. L'emploi de machines a libéré de nombreux paysans. La mécanisation industrielle a permis de nombreuses choses, et de fait le confort de vie et surtout la population a nettement augmenté dans cette époque-là, en particulier dans les villes. Donc il a bien fallu construire et loger tous ces gens. Donc les propriétaires de vastes exploitations ont commencé à diviser leurs biens, et c'est ça qui a commencé à être intéressant, parce qu'on touche on va dire à l'update un petit peu des collectifs, et ils ont divisé, parcellisé, découpé des bâtiments existants pour pouvoir louer des chambres, aux ouvriers, aux artisans qui pouvaient travailler un petit peu dans cette industrie. Les retours qu'on en a, c'est que je pense qu'à l'époque c'était pas très jojo. Les chambres étaient souvent en mauvais état. Il y avait pas beaucoup de commodités, elles étaient partagées par toute la maison. Enfin, on imagine un petit peu les problèmes qui vont avec, d'insalubrité, d'état d'entretien, etc. Cette augmentation de la demande, forcément, ça s'accompagne d'une concurrence accrue. Les propriétaires fournissent des services, sont recherchés. On commence à avoir vraiment cette notion de recherche immobilière. Donc c'était de recherche de confort, de dire tiens, toi tu vis où ? Ah ouais, c'est sympa, ouais, c'est mieux que chez moi. Donc c'est quand même assez marrant, et du fait l'exigence également des locataires, bien sûr, ont augmenté. Au XXe siècle, on le verra tout à l'heure. Bon, forcément, il y a toute une évolution qui va se faire. Avant de switcher complètement dans l'époque d'aujourd'hui, entre 1800 et 1900, d'une manière un petit peu générale, au début du 19e principalement, il y a pas mal de monde qui travaille sur la mise en relation entre l'immobilier et la santé. Et ils se sont rendus compte effectivement, notamment pas mal de médecins, ils établissent des rapports entre des maladies qui ravagent les villes et l'habitat. Entre le manque de luminosité, les renouvellements d'air, l'absence d'hygiène, l'absence d'entretien des logements, ces derniers deviennent vraiment malsains. La peste, le choléra, la prolifération des rats déciment des quartiers et installent vraiment une problématique de fond. Et c'est marrant parce que ça, finalement, on le sait tous un petit peu. On a toutes ces images des villes avec Londres, les rats, ça peut nous parler un petit peu, et finalement on n'avait jamais fait le lien, de cette manière-là du moins, avec le marché immobilier. Donc ça, je trouvais ça assez marrant aussi de retrouver dans des dans des instants importants de notre histoire que encore une fois l'immobilier était au centre du développement de nos sociétés. Et tout ça a amené les premières mesures. Donc la politique a commencé à emmêler. Il fallait bien que les politiciens commencent
à travailler le sujet. Et c'est un petit peu ça qui a donné aux législateurs ses premières armes pour légiférer un petit peu tout ce grand milieu. Je vous propose de faire une petite pause, de digérer un petit peu ces informations, et on repart dans quelques minutes pour cette deuxième partie. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire, une émission spéciale consacrée à l'histoire de l'immobilier. On s'était arrêté à notre époque de 1800-1900. On parlait un petit peu des prémices du droit immobilier qui commençait à s'installer en France et en Europe un petit peu partout. J'enchaîne avec une date de cette époque-là, une date assez symbolique, assez intéressante. Le 13 avril 1850, l'Assemblée législative, on était sous la Seconde République à ce moment-là, vote pour la première fois une loi relative au logement insalubre. C'est assez intéressant parce qu'on le disait tout à l'heure, que l'insalubrité était une des sources inquiétantes, et c'est ça qui a motivé le législateur à mettre son nez dans les lois pouvant faire évoluer le droit immobilier. Et ça, vous voyez, c'est une des premières mesures qui a été faite. Assez flou, cette loi. Ça permettait finalement aux maires, j'ai envie de dire, alors je sais pas si c'était les maires à l'époque, mais en tout cas voilà, ceux qui avaient au préfet, si je reprends mes notes, a priori à l'époque, ça leur permettait, finalement, ça leur donnait le droit de transformer une ville, d'avoir un peu de hauteur et de se dire tiens, on va peut-être raser certains quartiers en péril, malsains, et pouvoir les adapter et les faire évoluer. On a eu un petit début d'once d'encadrement des loyers, éventuellement pour motiver par, c'était une des raisons que qu'on peut trouver, c'était pour corréler un petit peu entre la croissance démographique, les clivages sociaux, ce genre de choses. On a commencé à avoir des taxes sur la rente foncière, il y avait des prélèvements fiscaux sur les revenus immobiliers, donc on commence tout doucement à avoir une forme de petite fiscalité et d'avoir un encadrement à ce niveau-là. Jusqu'en 14, parce que ça 14-18 on verra, c'est la première grande guerre, ça a été une période clé également, mais jusqu'alors les loyers augmentaient tranquillement, ordonnaient les prix de vente des immeubles. À cette époque, peu de marchés entre guillemets, c'est pas du tout un marché immobilier comme aujourd'hui, c'était des mutations au sein des mêmes familles ou alors de groupes de familles, c'était surtout des héritages, on vendait pas. Je pense que c'était vraiment cette notion de soit la famille était en faillite totale et se séparait de ses actifs, soit on les transmettait. C'était une richesse à proprement parler, une richesse de sang, j'ai envie de dire. Ça découlait de toute façon, on l'a vu, des empires d'avant et du système féodal, donc le droit du sang. Et finalement, il y a eu un petit peu ça qui est resté encore aujourd'hui, mais bon, qui s'est perdu bien sûr depuis, enfin en partie. Et ça, c'est comme ça que ça se passait un petit peu. 14-18. Il y a cette première grande guerre mondiale qui a vu 3-4 millions d'hommes partir au combat. Donc ça fait quand même un sacré paquet. Si mes chiffres sont corrects, on arrive même jusqu'à 8-9 millions d'hommes en 17. Donc ça fait quand même du monde envoyé bien pour cette grande guerre qui aura fait quand même j'ai le mot boucherie en tête, mais je pense que c'est à peu près ça. Et à l'époque, alors ça aussi c'est toute mauvaise période entraîne des mauvaises pratiques. Il y avait pas mal de propriétaires un peu malhonnêtes. Les femmes, les enfants, c'était peut-être à cette époque-là en plus des cibles plus simples. Toutefois, les parlementaires se sont regroupés et unanimement, ils ont décidé d'un moratoire des loyers qui était appliqué très rapidement dès le mois d'août 14. Donc le territoire français est découpé avec plusieurs zones et chaque zone avait un prix maximal de location au mètre carré. Donc ça, je trouvais ça super intéressant parce que 100 ans plus tard, on est complètement là-dedans, dans le plafonnement, le déplafonnement des loyers. Enfin, c'est des mots que vous devez entendre dans l'actualité. Et c'est vrai que c'est pas du tout nouveau. Ça date pas du tout d'hier. Ça fait quand même plus de 100 ans maintenant que ces choses-là ont été évoquées. Donc on n'a effectivement rien inventé à ce niveau-là. Le 1839,
ça a été une période compliquée parce que la Grande Guerre étant terminée, les hommes politiques n'osent pas revenir sur le blocage de ces loyers, et je pense que là on a une espèce d'origine de cette spécialité française du droit au logement qui colle un petit peu à l'exécutif et au Parlement, et on est toujours peut-être un peu dans cette lignée-là avec moi je fais souvent la parenthèse et le parallèle entre les lois et un plat de lasagne, vous savez, c'est on met des couches et des couches et des couches de lois qui se succèdent année après année, décennie après année, et là siècle après siècle, et ça devient compliqué de s'en sortir, puisque au lieu de faire table rase et de se dire allez, on n'est plus du tout dans la même époque, on pourrait peut-être repartir sur une feuille vierge qui serait beaucoup plus simple. Non, on est quand même tributaire de ce lourd passé. Les progressions des loyers, donc ils suivent plus du tout le coût de la vie à cette période-là. Les propriétaires, ils voient leur patrimoine subir des dégradations importantes. Ils n'ont pas forcément les moyens à ce moment-là de les entretenir correctement. Il faut en vendre, donc ils s'en séparent, pas forcément à des prix très très intéressants. On se rappelle de la loi contre l'insalubrité, donc il y a pas mal d'expropriations également dans ce moment-là. Donc c'est vrai qu'entre les deux guerres, le rythme de renouvellement, ça c'était une donnée assez intéressante des logements, baisse de 50% par rapport à la date d'avant 14. Donc ça veut dire qu'il y a un net ralentissement de tout ça. Par contre, les logements insalubres augmentent de manière par contre drastique. Donc on voit quand même l'effet néfaste de se dire voilà, cet encadrement de loyer à un moment donné, il avait pour effet de protéger les plus faibles, ce qui est très bien. Mais finalement, quand ce bouclier n'a plus vraiment de raison d'être, il freine le marché et il crée quand même un cataclysme dans ce marché immobilier. Donc c'était déjà une espèce de première crise assez importante. D'ailleurs à cette année-là, dans ces années-là, en 36, si je dis pas de bêtises, on a le premier syndicat français de l'immobilier qui voit le jour, et qui l'objectif, c'était les prémices d'un encadrement général qui était orienté vers la professionnalisation de l'activité et essayer d'avoir une organisation qui serait consacrée à la défense des intérêts de ses adhérents, et on voit un peu la volonté d'encadrer un peu cette chose-là. Et c'est là où je pense qu'on fait une petite bascule, où on peut commencer à parler un peu de marché immobilier proprement parlé, et qu'on se détache un petit peu de cette fonction d'habitat qu'on a pu voir, qui était propre à l'âge, aux premiers âges, l'âge à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, où on rentre quand même dans quelque chose de beaucoup plus légiféré. 39-45 en deux mots, ça c'est simple, c'est la destruction du patrimoine immobilier. On a tous un peu en images plein de villes bombardées, etc. Donc là c'est quelque chose d'assez cataclysmique au niveau du patrimoine. Les chiffres, on parle de 2 à 3 millions de logements sur l'ensemble du territoire qui seraient détruits suite au bombardement. Le gouvernement de Vichy, apparemment à cette époque-là, sous l'occupation, s'est approprié aussi pas mal de terrain. On sait pas trop dans quel but, donc il y a eu pas mal d'abus. Les chiffres qu'on a à peu près, c'est que le parc immobilier en 39-40, on était sur 13 millions de logements pour 42 millions d'habitants. Et il en reste 11 millions sur quelques années, sur 6-7 ans après. Donc ça fait quand même une différence importante. Et à la fin de cette guerre, les rescapés se retrouvent pour la plupart sans logis. Forcément, on enchaîne sur la période qui suit 45-70, la reconstruction. Donc là, c'est, je pense, une période à la fois faste pour le pays. On parle souvent des 30 glorieuses. Et de l'époque un peu, les années 50, 60, 70, quand on écoute un peu nos anciens, apparemment, c'était quand même une époque où il faisait bon vivre. On imagine, on a tourné le page d'une époque très noire, d'années difficiles. C'est la paix, faut tout refaire, faut tout reconstruire. Je pense qu'il y a quand même une belle énergie. Il y a pas mal de choses qui se sont libéralisées. Donc, l'immobilier, finalement, suit aussi cette mouvance. Il y a un exode rural aussi, les gens reviennent un petit peu en campagne. Puisque de toute façon il y a du logement dans ces zones-là par rapport en ville, il y a des maisons, des granges, des maisons désertées, donc ça fait le taf à ce moment-là, ça permet de loger les gens qui étaient un peu dans le besoin, donc ça repeuple quand même un petit peu les campagnes de nos territoires. Il y a les effets du baby boom également, donc les parents veulent des logements plus vastes. Dans les années 65-70, les enfants sont devenus adultes, ils veulent également s'installer. Donc le parc immobilier, il devient quand même clairement en deçà des attentes et des besoins des Français à ce moment-là. Donc il faut construire.
L'insalubrité, c'est toujours pas résolu dans tout un tas de logements. Alors les deux guerres ont pas bien sûr aidé à tout ça. Et un chiffre intéressant, c'est qu'à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 50-60, il y a seulement 5% des bâtiments qui ont toutes les commodités. L'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, le tout à l'égout. Et c'est quand même quelque chose de... Aujourd'hui, on vit dans un luxe quand même très confortable, mais on sent... Alors bien sûr, c'est normal, vous allez me dire, mais on se rend pas compte qu'on part de loin, et qu'on part de loin il y a pas si longtemps que ça. C'est même pas 100 ans. Donc c'est à notre échelle, c'est quand même... ça restait hier, et c'est assez marrant de se dire que voilà, on n'est pas non plus à... Allez, ça faisait 60-70 ans qu'on a... Bon, c'est pas encore tout le cas d'ailleurs. Hein. On n'est pas encore, par exemple, tout à l'égout sur 100% du territoire, loin de là, mais ça reste un des derniers critères qu'on pourrait améliorer. C'est les années 70, encore une fois, il y a cette surnatalité, les enfants du baby-boom, comme on les appelle. Donc, on commence à avoir des projets immobiliers de grande ampleur. Les promotions étaient dans des immeubles à taille, je dirais, peut-être plus humaine. On a tous un peu le baron Haussmann en tête. Ça, c'était un petit peu avant, mais on quitte ce mode d'immeubles en pierre, des immeubles bourgeois qui coûtaient très cher, pour finalement, ce qu'on commence à nous connaître très bien, c'est un peu ces barres de béton, ces barres d'immeubles qui sont faciles à construire, qui ont été rapides à construire et qui ont permis finalement de loger tout un tas de personnes. C'était un petit peu le pari, alors aujourd'hui un peu raté, n'ayons pas peur des mots, hein, de la mixité sociale, hein, tous les quartiers qu'on peut connaître. Alors bon, même si nous ici, Aix-les-Bains-Chambéry, on est plutôt limité, mais je prends souvent Grenoble comme exemple, avec un cercle assez densifié de construction. Finalement, le but n'était pas de créer des cités où aujourd'hui, bon, c'est pas forcément une bonne chose d'en parler avec surtout les élections qui ont eu lieu là, mais c'est un peu en lien tout ça encore une fois. C'était surtout de loger les gens. Et la gauche a bien œuvré dans les années 70-80, surtout à partir des années 80 pour ça. Et ça explique un petit peu aussi le paysage et cette typologie de bâtiments. À cette époque-là, les années 80-90, là on se rapproche de nos années maintenant, les Français commencent à devenir extrêmement fans de l'immobilier, ont bien compris que c'était des placements intéressants, que c'était bien organisé. On a créé le premier concept de copropriété avec les copropriétaires où vous achetez des parties privatives, des parties communes, et tout ça est relativement récent toutefois dans notre histoire immobilière. Et c'est, je trouve, quelque chose d'assez marrant parce que ça a vraiment ça a facilité l'accès à la propriété. Même si 90-2000, il y a quelques événements encore qui viennent perturber la stabilité dans la guerre du Golfe, par exemple. Et après, à partir des années 2000, bon, ça se calme un petit peu sur ça. On a une succession de lois, la loi SRU, la loi Dallot, qui vont un peu poser les choses. En 72 précisément, si je dis pas de bêtises, on a la loi Hoguet qui était arrivée également, qui pose un peu les règles de l'immobilier professionnel. Petit aparté, c'est, alors pas sur les 50 dernières années, mais jusqu'à il y a, je dirais, un siècle, une centaine d'années en arrière, c'était pas rare que les commissions d'agents immobiliers, alors là, on va encore se faire des fans dans notre métier, mais étaient supérieures au prix des biens. C'est-à-dire que finalement, la capacité de l'agent à trouver un acheteur était plus importante que la valeur du bien. C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, il y avait énormément de contraintes. Il fallait entretenir, c'était cher, les revenus étaient quand même faibles, et il fallait être fortuné pour imaginer être propriétaire. C'était vraiment c'était du patrimoine, mais c'était également quelque chose qu'il fallait assumer. Donc les gens ne couraient pas nécessairement après la propriété. C'est que maintenant qu'on court un petit peu plus à ça. Et ça explique en partie, ça explique loin, c'est pas toute l'explication, mais pourquoi, et surtout parce que c'était pas légiféré, et que les agents donc pouvaient vendre un peu au prix qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas de loi, tout le monde pouvait le faire. Vous trouviez un client, tiens, je t'achète 1000 francs ma maison, d'accord, tiens, au propriétaire, je te donne 50 francs et moi je vais garder 95% du prix. Ça arrivait. Après, bien sûr, vous doutez, tout ça est derrière nous, et ça a bien changé. Personne n'accepterait maintenant de donner 90% de la valeur de son bien pour simplement la commission de l'agent. À une époque un petit peu plus proche de nous, 2008-2010, on a, je pense que tout le monde s'en rappelle un petit peu, la crise des subprimes et cette première grande crise immobilière à l'échelle moderne. Et c'est un des points où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que vous voyez, cette crise-là, si on reprend un peu des chiffres des dernières années, depuis 2008, on avait 500 000 transactions en France. C'était quelque chose pour vous donner une idée,
normalement, ces dernières années, on tourne autour d'1 million de transactions. Donc 2008-2010, crise des subprimes, une année quand même difficile pour le métier, avec 500 000 transactions. 2012, 2013, 2014, on est plutôt sur 700 000, 750 000. Donc le marché repart bien. 2015-2016, 760 000, 830 000 transactions. 2017-2018, on commence à battre les records, 950 000, puis 970 000. 2019, première année où on passe le million de transactions, 1 59 000. 2020, l'année du Covid, on passe très légèrement en dessous du million. 2021, alors là ça cartonne, 1 million, presque 1,2 million. 2022, 1 million 100, 1 million 130. 2023, on a eu les chiffres là plutôt récemment. On clôture entre 850 et 900 000 transactions. Et 2024, c'est une question qu'on peut vous poser. À votre avis, quel serait votre pronostic? Moi, je pense autour de 800, 850 000, peut-être 900 000 si le dernier trimestre sera correct. Donc, conclusion, bien en deçà, bien au-dessus des années 2008-2010 qui ont été vraiment des années de crise. 2023 était finalement une bonne année. C'est la 6e meilleure année de tous les temps en immobilier en France. 2024 devrait soit remplacer cette 6e meilleure année, soit peut-être 5e meilleure année. Donc on est encore sur des chiffres qui sont quand même assez importants. Et pour terminer, on avait commencé avec une pointe de philosophie, on va finir avec une pointe de philosophie pour vous laisser rêveur sur ce vaste sujet. Alors j'aurais essayé d'être concis, 30-40 minutes, c'est pas forcément évident d'essayer de synthétiser 2 millénaires d'immobilier, mais voilà, j'aurais essayé de donner le maximum pour vous donner envie en tout cas d'en apprendre plus et d'avoir piqué votre curiosité là-dessus. Et je finirai là-dessus, donc avoir un toit, c'est choisir d'être locataire ou propriétaire, mais c'est surtout d'avoir la douceur d'un foyer. C'est prendre un logement, c'est une réalité économique rentable, mais c'est aussi à la fois un sentiment de liberté, de pas se sentir prisonnier d'un lieu. Vous pouvez déménager à n'importe quel instant. Vous pouvez en acquérir bien sûr la pierre, mais simplement être un simple voyageur et ne pas vous attacher. En résumé, encore une fois, c'est se mettre un toit, comme on dit vulgairement, au-dessus de la tête, mais c'est vraiment cette sensation d'avoir un petit nid douillet à vous, qui vous appartient, qui peut vous ressourcer, vous protéger. Et finalement, ça, depuis des millions d'années, ça n'a pas changé. Quand vous êtes chez vous, vous êtes bien. Alors, mettez, je pense, du cœur à l'ouvrage dans votre vie et faites en sorte que votre chez vous vous ressemble et que vous vous sentiez bien, tout simplement. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve d'ici un mois, parce que là, dans 15 jours, je saute mon tour pour cause de congé et j'aurai plaisir à vous retrouver d'ici 4 semaines. En attendant, on espère que le beau temps va rester. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée sous ce soleil aixois qui reste longtemps pour l'instant. Merci. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.